La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est dimanche et c'est l'instant politique sur Pyramide FM, auditeurs du Togo et d'ailleurs, bienvenue au D12. C'est septembre et traditionnellement c'est le mois des rentrées scolaires au Togo, le mois de tous les stress pour parents et élèves. Mais cette année, septembre accorde du répit aux familles. La nouvelle rentrée n'aura en effet lieu que le mois prochain. En vérité, le mois prochain n'est-il pas déjà là? Aux quatre coins de nos rues, cahiers, livres, ensembles géométriques et autres couvertures kaki et plastique compris le quartier. Les Togolais pensent-ils vraiment à la nouvelle rentrée scolaire? Obligé par le calendrier, le gouvernement dispose-t-il quant à lui des solutions aux milliers d'apprenants, généralement en nombre pléthorique dans les établissements? Le Capharnaüm annoncé finira-t-il par se produire? Indépendant depuis 60 ans, le Togo fait malheureusement partie des pays dans lesquels certaines des salles de classe continuent de privilégier branches de palmiers, bancos, clés, des matériaux de fortune comme au siècle passé. Et pourtant, tant vaut la nation, tant vaut l'école, a longtemps trôné au milieu des plus grands discours officiels. Dans l'urgence et maintenant, pour les officiels togolais, il y a un souci de vie ou de mort. La série noire continue de s'épaissir. Cette semaine, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui a rejoint la liste des disparus de 2020. Patrick Thévy-Bélisson, l'homme humble, affable et discret, comme l'a écrit Fonia Singbe, est lui aussi parti depuis Paris. C'est vrai que les relations entre Paris et plusieurs capitales africaines sont des relations séculaires. Elles sont généralement teintées de chaleur et de cordialité, mais jamais avec autant de tristesse, puisque Paris, c'est les meilleurs soins. Paris, c'est aussi les meilleurs soutiens politiques. Ces derniers jours, deux chefs d'État africains sont allés justement voir leur homologue français. Macky Sall puis Alassane Ouattara ont partagé la table d'Emmanuel Macron. Au moment où le débat est violent autour des mandats présidentiels en Afrique de l'Ouest, plusieurs questions agitent les milieux politiques de Dakar à Libreville, en passant par Abidjan, Conakry ou encore Lomé, annoncés pour mort, puis enterrés par plusieurs chefs d'État français, à l'instar de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou même Emmanuel Macron. La France-Afrique n'est-elle pas plus vivante que jamais? Quelle est pourtant la responsabilité des Africains dans une relation qu'ils sont majoritaires à dénoncer? En avant-garde de cette dénonciation, la presse multiplie les papiers sur les dégâts collatéraux des gouvernances en Afrique. Au Togo, les papiers portant Petrolgate ont fait écho au sommet de l'État. Le ministre du Commerce, droit dans ses bottes, a promis des sanctions aux potentiels fraudeurs. Les Togolais doivent-ils se frotter enfin les mains? Mieux, doivent-ils les laver encore et encore, comme le recommandent les gestes barrières contre la Covid-19? Cette semaine, le coronavirus a continué sa course dans le pays en repentant peur, angoisse, parfois intimidation et discrimination. Les lacs ont profité pour avoir le bouclage. En attendant jeudi, la prise de la pièce a créé le tableau de la pandémie, a passé la barre des 30 morts. C'est Dr Aubin Kodeviton de Nouvelle Vision qui est notre invité du jour. Le D12 au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Boga Koudoyo est à la technique. Docteur, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Pyramide. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce. Vous êtes adressé aux Togolais il y a quelques jours en leur souhaitant un beau mois de septembre. Est-ce que c'est votre manière de rester très près de ces Togolais-là? Oui, c'est l'une de mes manières. Je crois qu'au-delà de m'adresser aux Togolais, j'agis parce que c'est par les actions que nous pourrons être plus proches. Donc oui, au-delà de parler, m'adresser, j'agis toujours selon mes moyens pour pouvoir répondre aux besoins des Togolais. Les adresses sont devenues quand même courantes ces derniers temps. C'est vrai, il y a le chef de l'État qui en a l'habitude, même s'il en use de moins en moins. Mais il y a eu ces derniers temps aussi cette adresse d'Aguillaume Kodjo, plusieurs fois aux Togolais. Et puis, la semaine passée, l'adresse de Tipi Atchadam. Est-ce que c'est devenu la tradition finalement de s'adresser aux Togolais à travers ce type de message? Je pense que les Togolais sont au courant de ce que nous avons au niveau de la nouvelle vision appelé le message du mois. Durant toute l'année 2019, tous les mois, tout au début de chaque mois, je m'adressais à la jeunesse, à la femme togolaise et à la nation togolaise. Et dans une émission, dans une rubrique que nous avons intitulée Message à la nation, message du mois.
Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Peut-être que ça a inspiré d'autres aussi à s'adresser aux Togolais parce qu'il faut communiquer. C'est à travers la communication quand même qu'on peut faire passer certains messages et qu'on peut amener les gens à être ensemble et à agir. Si je compte bien, vous avez adressé au total déjà pour cette année 9 messages. Non, dans l'année 2019, on a adressé 12 messages. En 2019. En 2020, lorsqu'on était dans la fièvre de la campagne, donc c'était autre chose. Mais déjà pour cette année, nous avons eu 5 adresses à la nation déjà. Est-ce que vous pensez que les Togolais sont au courant de ce type de messages? Puisque moi, je les ai découverts la dernière fois en parcourant les réseaux sociaux. Est-ce que les Togolais, ils vous suivent? Mais ici, c'était l'opportunité de partager peut-être mon inbox avec beaucoup de gens, avec vous. Vous aurez déjà... Moi, j'ai vu le dernier. D'accord. Donc, les gens réagissent même lorsqu'on a cessé de faire les messages du mois. Les gens réagissent en disant que ça les manque parce que ça leur réconforte, ça leur donne de l'espoir. Parce que quand tu vis et qu'il n'y a plus d'espoir, mais tu es mort. Donc quand il y a moins de l'espoir, ça te donne le courage de vivre tous les jours, ça te donne le courage de te mettre en action et d'arriver à un niveau d'un autre. Je pense que beaucoup de Togolais sont au courant de ça et ils aiment ça. Et la preuve, c'est que quand nous avions cessé cette année un peu le message du mois par rapport aux élections et autres, d'autres continuent de réclamer. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons repris les messages du mois pour nous adresser aux Togolais afin de les fortifier, de leur rassurer quand même que le Togo de demain est toujours devant nous, que nous pourrons le construire, nous pourrons l'atteindre. Vous avez l'impression, visiblement, à vous écouter, que les Togolais sont en train de perdre de l'espoir. Et justement, il suffirait de voir la condition des jeunes Togolais aujourd'hui pour comprendre pourquoi les Togolais doivent perdre de l'espoir. Vous avez des Togolais, des responsables de famille qui n'arrivent même plus à assurer 1000 francs par jour quotidiennement pour pouvoir prendre soin de leur famille. Quand vous voyez nos petits frères, nos petites sœurs, après leur diplôme, sont en train de trimballer un peu partout à la recherche du boulot. Quand vous voyez ceux qui, entre-temps, entreprenaient certaines choses, sont en train de fermer leur boutique. Quand tu vois les jeunes entrepreneurs qui se disent j'en ai marre, donc vous allez comprendre qu'il y a raison de perdre espoir. Mais au même moment, il y a raison d'avoir espoir parce que nous avons eu une lumière devant nous que nous voyons. Nous anticipons déjà le Togo de demain, le Togo que nous appelons un Togo soudé, un Togo émergé, que nous voulons construire. Donc ce n'est qu'un problème de temps. Et quand nous parlons d'avenir, aujourd'hui, moi je dis aux Togolais, nous n'allons pas continuer à parler d'avenir, mais l'avenir commence aujourd'hui. Donc commençons à nous mettre ensemble, ayons cet espoir, ayons une vision pour notre pays et mettons-nous au travail. Ce réconfort que vous essayez de partager aux Togolais, est-ce que c'est beaucoup plus se donné par les acteurs politiques depuis les années 90 ou les pasteurs des églises? Puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que les Togolais ils raffolent des messages des pasteurs. Est-ce que c'est un peu comme un pasteur qui parle à ses brebis? Je pense que quand vous parlez, vous agissez. Et quand les actions sont en harmonie avec ce que vous dites et que ça produit des résultats et que ça change la vie des Togolais, on dépasse un tout petit peu le cadre des pasteurs. Oui, quelque part on peut dire quand vous donnez d'espoir, quand vous anticipez le futur, on peut dire que vous êtes en train de faire des prédications. Mais au-delà de ça, quand ces prédications sont suivies d'actions et quand ces actions produisent des changements dans la vie des gens, je pense que ça dépasse un peu le cadre d'un pasteur saint. Quand je fais référence aux pasteurs et en même temps aux acteurs politiques, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui les Togolais sont relativement découragés, un peu partagés parce que les pasteurs et aussi les acteurs politiques ont promis un monde meilleur depuis les années 90, mais ils se posent toujours la question de savoir c'est quand la survenue de ce monde nouveau. Heureusement pour nous, on ne promet pas un monde meilleur. On dit on doit construire un monde meilleur. Ce n'est pas une promesse au fait, mais c'est que nous disons qu'on pourra le faire quand on se met au travail. Parce que quand on promet, qui a cette autorité de promettre demain à quelqu'un? Mais ce demain doit être construit par aujourd'hui. C'est pourquoi pour nous, à la Nouvelle Vision, nous disons plutôt que voilà le chemin, mais mettons-nous au travail et laissons de côté la haine, la division et travaillons ensemble pour arriver à telle destination. Et nous avons dit que c'est important
d'avoir une destination, d'avoir une vision pour notre pays. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre au travail, vous mettre sur un chemin sans savoir là où vous allez. Aujourd'hui, j'ose croire, et j'ai même adressé ça dans mon message du mois, que nous devons définir une vision globale pour notre pays. Une vision qui doit animer chaque secteur, chaque agence, chaque société, chaque acteur. Donc cette vision doit être le leitmotiv de tout le monde. Ça doit nous animer un peu partout et ça doit nous donner du courage pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est derrière cette vision-là que nous devons construire, nous devons nous mettre au travail pour pouvoir arriver à construire le Togo de demain dont nous rêvons tous. C'est vrai que depuis quelques années, vous parlez de nouvelles visions, vous parlez d'engagement aussi, mais force est de constater que le Togo continue sans véritablement changer de paradigme. Vous faites allusion au paradigme quand j'ai lu le communiqué de votre structure qui annonçait cette émission. On a constaté que le Togo visiblement ne change pas. Les dernières élections et tout ce qui s'ensuit conforte les observateurs que le Togo est resté un peu dans les mêmes statures. Oui, quelque part, on pourra dire ça. Mais quand on voit aujourd'hui, en 2020, en février 2020, on a eu des élections où on n'a pas eu des compatriotes au Ghana, on n'a pas eu des compatriotes dans d'autres pays. C'est aussi un changement. Et quand on voit des élections où, pour cette fois-ci, les gens parlent de projets de société, où ils partagent avec la jeunesse, avec la nation togolaise, ce qu'ils veulent faire en étant président, on doit savoir qu'il y a un petit changement. Donc, je pense qu'il y a un changement quelque part, mais si ce changement n'atteint pas peut-être l'attente des Togolais, je suis d'accord. Mais dire que ça n'évolue pas, non. Je me souviens depuis 2017 où la crise a atteint un pic donné, toute proposition que nous avions faite au niveau de la nouvelle vision par rapport à ce que nous devons faire pour faire évoluer ce pays, je me réjouis aujourd'hui que les choses, nous ne sommes pas au gouvernement, mais nos réflexions sont au gouvernement. Je voulais faire allusion, par exemple, à notre plan de sortie de crise, à 4 points, et les 4 points qui sont respectés aujourd'hui par le gouvernement. Et dernièrement, lorsque la crise sanitaire, c'est-à-dire Covid-19, a piqué tout le monde, nous avions fait déjà une proposition où on avait même parlé de l'identification biométrique de tous les Togolais. Mais cette semaine, j'ai été très joyeux de voir qu'à l'Assemblée nationale, on passe à cela. Ce qui veut dire qu'au fait... Mais vous savez que vous n'êtes pas le seul quand même à faire cette proposition. J'ai fait la proposition, aussi les autres aussi en ont fait, ça regarde tout le monde. Mais depuis un certain moment, toutes les propositions, toutes les réflexions de la nouvelle vision sont des réflexions qui sont maintenant appliquées par le gouvernement. Donc d'une part ou d'une autre, qu'ils nous écoutent ou pas, mais ce qui nous rassure, c'est quand même de savoir que nous faisons des réflexions des hommes d'État. Je crois que c'est important, au-delà de tout, de voir que nous avions des réflexions, nous avons des programmes qui deviennent maintenant des programmes d'État. Donc je crois que c'est réconfortant. On vous a découvert, je le rappelle, il y a quelques années, parce que vous viviez aux États-Unis et vous avez déposé votre candidature. Finalement, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Beaucoup ont pensé que vous alliez retourner chez vos États-Unis. Vous êtes resté parce qu'il y a la Covid-19 dans le monde, ou c'est parce que juste vous êtes venu pour rester et que vous avez la carapace dure? Non, je suis venu pour rester. J'ai dit ça avant de prendre le vol depuis les États-Unis, que je rentre au pays. Je rentre au pays batailler aux côtés des jeunes, aux côtés de la femme togolaise, aux côtés de la nation togolaise. Je veux vivre la réalité et je veux changer du fond. Donc je ne veux pas rester derrière mon ordinateur pour dire oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je suis revenu vivre avec les siens, avec les miens, pour pouvoir changer le quotidien des Togolais, pour pouvoir agir, pour pouvoir démontrer ce que j'ai apporté, ce que je veux que les frères et les sœurs autour de moi fassent. Donc c'est pour cela que je suis là. Sinon, Covid est là, mais je pense quand même que vous êtes tous d'accord que nos aéroports étaient partiellement fermés. On pourrait toujours voyager aux États-Unis ou bien revenir des États-Unis. Ce n'est pas Covid qui m'a bloqué, mais c'est la situation des Togolais aujourd'hui qui m'a ramené au Togo et c'est pourquoi je suis là. Bon, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez senti un changement au niveau de cette réalité que vous vivez au jour le jour? Oui, j'ai senti des changements. Si je vois les jeunes autour de moi qui, au fait, dans nos discussions quotidiennes, ne parlent plus
je suis de ce parti, je suis de cette ethnie, je suis de cette religion, mais les gens qui commencent à se mettre ensemble pour parler de ce que nous pouvons faire comme programme, comment nous pouvons être unis pour pouvoir changer notre pays. Je pense que oui, le changement, les étincelles sont déjà là, mais il va falloir quand même travailler un peu plus dur pour arriver à destination. Oui, le changement a débuté, parce que j'ai toujours dit que la marche de 1000 km commence avec le premier pas. Moi, j'ai déjà vu le premier pas et même le second. Mais il faudrait maintenant que nous réussissions à fédérer nos énergies vers un point commun, que nous puissions aussi arriver à motiver chaque Togolais, à redonner espoir à chaque Togolais, à redonner fierté aux Togolais pour qu'on puisse faire ce travail ensemble pour arriver à destination. Quand vous parlez de réalité, vous faites allusion aux partis politiques et aux ethnies, mais beaucoup plus ceux qui nous écoutent actuellement, leur réalité, c'est le travail qui n'en ont pas forcément. La réalité, c'est le pain quotidien qui n'ont pas suffisamment ou pas forcément. Oui, justement, là aussi, il faudrait quand même comprendre beaucoup de choses parce que au préalable, tout le monde attendait, tout le monde jetait les cailloux sur peut-être les gouvernants. Bien sûr, il y a un grand rôle que nos dirigeants doivent jouer par rapport à la création des entreprises, à la création des choses. Mais au-delà de ça, j'ai vu autour de moi beaucoup de jeunes qui, au fait, n'ont rien entrepris, mais pensent quand même qu'ils sont au chômage. Parce que quand on définit, par exemple, un chômeur, ce n'est pas quelqu'un qui a un diplôme qui est assis à la maison qui s'appelle chômeur. Un chômeur doit être quelqu'un qui est qualifié, qui est à la recherche, mais qui ne trouve pas. Mais quand vous voyez des jeunes autour de vous qui sont là pour dire « ça ne va pas », et vous dites « Kodjo, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait qui ne va pas ?» Il est là, il dit « non, c'est parce que ça ne va pas ». Donc quand tu arrives à motiver cette personne pour que la personne comprenne que tu dois entreprendre, tu dois sortir, tu dois être créatif, tu dois essayer de faire quelque chose d'autre. Mais quand ces jeunes reviennent à vous pour vous dire que j'ai suivi votre formation, j'ai écouté vos conseils, aujourd'hui je suis tel, aujourd'hui je suis devenu telle personne, je pense que c'est motivant. J'ai eu un ambassadeur d'Heurton la dernière fois, depuis Cara, et qui me disait qu'il a participé à l'une de nos conférences où j'ai démontré la stratégie 4-3-2-1 de Dr Ton, qui l'a motivé, mais aujourd'hui, il a créé son entreprise et il a 14 employés. Donc de ce genre de choses, je pense quand même que c'est motivant, ça rassure. Et quand nous arriverons à partager, c'est ce que les Américains appellent best practices, en tous les Togolais, je pense que nous allons arriver à sortir les Togolais de cette ornière. Oui, justement, la réalité quotidienne, c'est que les gens ont besoin de boulot, les gens ont besoin d'opportunités, et des fois, ces opportunités sont bloquées par nos politiques. Mais au-delà de ça, il faudrait que nous comprenions que nous ne devons pas être assis les mains croisées pour dire que ça ne va pas. La stratégie, vous avez dit 4-3-2-1, c'est ça? Oui. En fait, c'est comme sur un terrain de football. Non, ça paraît comme ça. C'est une stratégie qui est basée en fait sur d'abord le point numéro 1, c'est la finalité, c'est-à-dire la vision. Les gens évoluent aujourd'hui sans vision. Ils ne savent pas là où ils veulent aller. Donc avant de réussir dans cette vie, il faut savoir là où tu veux arriver. Tu ne peux pas parler de réussite si tu n'avais pas une destination préconçue dans ta mentalité. Parce que c'est arrivé à ce niveau-là que tu sauras que voilà ce que je voulais faire, je l'ai atteint. C'est pourquoi je parle de réussite. Mais quand tu t'engages sans avoir cette finalité, alors tu as un problème. Donc le premier point, c'est la finalité. Il faut avoir une vision claire, une vision précise et une vision concise. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2, il faut toujours rechercher les outils essentiels pour atteindre ta finalité. Donc le point numéro 2, quels sont les outils essentiels dont tu as besoin pour atteindre ta finalité? Le point numéro 3, il faut faire l'économie des outils dont tu disposes. Donc tu te demandes de quoi je dispose aujourd'hui. Et le point numéro 4, c'est comment transformer les outils que tu as autour de toi pour avoir les outils essentiels afin d'arriver à ta destination. C'est une stratégie qui doit normalement véhiculer même les programmes d'État, les programmes de nos sociétés. Il faut avoir une vision donnée, il faut savoir comment arriver à ça, il faut savoir ce que nous avons et avoir des stratégies qui transforment ce que nous avons, de quoi nous avons besoin pour arriver à notre destination. Est-ce que cette stratégie fait mouche partout? Ça fait mouche dans la vie des Togolais.
Donc je voudrais De aujourd'hui... combien de Togolais? Beaucoup de Togolais, c'est-à-dire des jeunes, quand je partage à chaque fois que j'ai des émissions ou bien des échanges avec les ambassadeurs togolais, ambassadeurs docteurs Ton au Togo, je partage cette vision avec eux, les gens sont motivés. Il y a des fois des choses qu'on ne peut pas quantifier comme ça, surtout si c'est qualificatif. Donc le retour de ces jeunes Togolais qui reviennent à vous, qui vous dites, par exemple, que voilà, j'ai mis ça en application, voilà ce que j'ai retrouvé. Ce sont des retours qualificatifs, qualitatifs plutôt, qui au fait ne sont pas quantifiables en nombre de 15, 20, 30, 100. Mais je vous rassure quand même que les plus de 700 ambassades que nous avons aujourd'hui, je partage cette vision avec les Togolais. Je pense qu'ils ont commencé à mettre ça en application. Et même dans Covid, les gens continuent à réfléchir autrement pour s'en sortir de cette misère. Beaucoup de gens mettent en cause l'environnement général du pays. Est-ce que cet environnement-là n'a pas d'influence sur cette stratégie que vous portez? Bien sûr, parce que quand vous voyez même la stratégie 4-3-2-1, la stratégie dit à un niveau donné de quoi je dispose. Mais de quoi je dispose, ça vient avec les contraintes également. C'est comme si quelqu'un qui a pour finalité d'acheter une moto. Je me souviens quand j'étais à l'université de Lomé, j'ai fait cette formation où je disais de donner un exemple. Et elle a dit, bon, quelle est ta finalité aujourd'hui? Elle dit, la finalité c'est d'acheter une moto. J'ai dit, est-ce que l'achat de moto pour toi, est-ce que c'est une vision claire, précise et concise? Donc dis-moi par exemple, je veux une moto Raoju, bleu, deuxième main ou telle. C'est-à-dire, il faudrait quand même que les Togolais arrivent à avoir une vision claire. Donc aujourd'hui, tu vois les jeunes dans la rue, ils disent que ça ne va pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux arriver à faire en finalité? Donc il faudrait qu'aujourd'hui, ces jeunes qui nous écoutent, demande-toi dans ta vie, que veux-tu faire de ta vie? Quelle est ta vision? Et si tu as cette vision, maintenant, les outils dont tu as besoin, toi, tu pourras le faire. Mais les outils dont tu disposes, ça prend en considération les contraintes. Aujourd'hui, on a la politique qui bloque ici, on a Covid qui est là, on a peut-être nos manières d'agir, nos manières d'être, notre éducation. Tout ça là rentre en considération. Mais ce qui est au point 4, le pourquoi j'ai appelé ça 4-3-2-1, c'est que c'est le 4 qui maintenant débloque ou bien dévoile les choses. Du 4, tu passes au 3. C'est-à-dire, le 4, c'est les stratégies qui te permettent de partir du 3, c'est-à-dire les stratégies, les ressources dont tu disposes, pour aller vers les ressources dont tu as besoin pour arriver à destination. Donc oui, les contraintes de ce pays jouent, mais ça ne doit pas être notre fin. Ça ne doit pas être notre blocage. Nous savons tous que la politique ne marchait pas. Nous savons tous, par exemple, que ce n'est pas aussi facile de se lever et de pouvoir dire que je fais ce commerce, que ça doit marcher. Nous savons tous qu'on ne peut pas seulement frapper et que ça va être, la porte sera ouverte. Donc tout ça là, doit être mis en considération dans nos plans, dans nos stratégies. Vous avez évoqué tantôt les ambassadeurs. Pour ceux qui nous écoutent, ce sont des gens que vous formez, n'est-ce pas? Oui, les ambassadeurs. Que deviennent-ils? Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on en parlait presque chaque jour. Est-ce que vous continuez pas? Oui, nous continuons par entretenir nos ambassadeurs. Nos ambassadeurs, au fait, sont des jeunes qui sont... Ce sont vos militants? Oui, ce sont nos militants, ce sont des jeunes qui partagent la vision que nous avons. Aujourd'hui, nous avons dit quand même que notre engagement dans la politique n'a pas pour finalité seulement de devenir le chef d'État et puis s'arrêter là-bas. La finalité, c'est d'arriver à changer la vie des Togolais. Mais si nous n'avons pas encore cet outil dont nous avons besoin et que nous pourrons, pour le moment, avancer à différents pas, il ne faudrait pas nous asseoir pour dire que non, on n'a pas encore eu la chance d'être président. Donc on attend quand 5 ans va s'annoncer encore, on va les appeler. Non, aujourd'hui, nous voulons savoir de tous nos ambassadeurs, combien d'entre eux peuvent être formés, combien d'entre eux peuvent trouver d'emplois, combien d'entre eux peuvent trouver des fonds pour pouvoir entreprendre. Donc ce sont des choses que nous faisons tous les jours. Tu vois, il y a des moments, je me dis, nous en tant que leaders politiques, des hommes politiques, nous devons faire plus que la politique. La dernière fois, j'étais sur le site de Republic of Togo où je voyais les opportunités, où on disait par exemple, il y a un fonds pour les agriculteurs, pour labourer et puis comment dire, c'est-à-dire les petits moyens dont ils ont besoin pour commencer. Mais ce sont des nouvelles à partager avec la jeunesse togolaise. Il y a aujourd'hui les PME, les PMI, selon le discours du chef de l'État, qui avait promis et qu'il aura un accompagnement pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, ça c'est mis
c'est mis à l'œuvre, c'est là. Mais combien de ces Togolais qui ne sont pas au gouvernement, bien qui ne sont pas du parti uni, savent de ces opportunités. Donc on ne doit pas s'atteler seulement sur les questions politiques. On doit aller au-delà de ça pour partager les biens de ce pays avec tout le monde. Parce que quand vous êtes président, démocratiquement, vous n'êtes pas élu par tout le monde. Vous êtes élu par la majorité. Mais ça veut dire qu'il y a certains qui avaient dit non, mais vous devenez président de tout le monde. Donc ce qui est sûr, ce qui est pour le pays doit être partagé de tout le monde. Mais je vois des fois que certains de nos aînés politiques, ils pensent que, bon, si ceci vient, par exemple, le FAEJ ou bien la NPE lance ceci, c'est pour le Parti uni, c'est pour ceux qui sont au gouvernement. Non, c'est pour toute la jeunesse. Il faudrait quand même que nous arrivions à dépasser ces clivages politiques pour arriver à les faire. Donc nos ambassadeurs aujourd'hui sont entretenus pour nous. La finalité, c'est de voir à la fin des comptes combien d'ambassadeurs nous avons pu aider à trouver d'emploi, nous avons pu aider à entreprendre, nous avons pu former et nous avons pu aider à partir d'un point X à un point Y. Donc, vous comprendre, vous n'avez pas fait la pause comme au sein de certains états-majors politiques au Togo, puisqu'on sait très bien qu'en Afrique, très souvent, l'activité politique est beaucoup plus dense autour des élections générales. Et une fois ces élections passées, il y a beaucoup qui font la pause. Au Togo, aujourd'hui, beaucoup font la pause. Est-ce que vous avez conscience de ça? Oui, je vois, c'est pourquoi je suis très ému quand je revois le nom même de mon mouvement, une nouvelle vision. Mais avant même les élections, quand j'ai été écarté injustement de la course, la semaine qui a suivi, j'ai commencé les activités. J'ai commencé à partager ce que j'ai dans mon programme pour que ces candidats aux élections puissent tirer au moins quelque chose pour l'évolution de mon pays. Parce qu'après tout, ce n'est pas être seulement président qui est le problème. Être président, pour moi, j'ai toujours dit que c'est une arme, c'est un outil dont j'avais besoin pour arriver très vite, arriver rapidement à la destination. Donc déjà, au lendemain de mon rejet, j'ai continué mes actions. Et vous allez voir, sur les réseaux, ce n'est pas seulement des adresses à la jeunesse que nous sommes en train de faire. Nous agissons. Dernièrement, dans l'Ogou, nous sommes allés aider des mairies qui n'ont pas d'outils. Continuons, nos départements de femmes continuent à former les jeunes femmes à devenir des entrepreneurs, à entreprendre, à faire ceci, à faire cela. Les jeunes autour de nous, nous continuons à lancer, à les former, à les pousser vers l'entrepreneuriat. Nous continuons à partager les opportunités dont dispose notre pays avec nos jeunes, dont nous ne prenons pas la pause. Notre pause ou bien notre retraite sera prise lorsque le jeune Togolais commence à se dire « Je suis fier d'être Togolais et je peux refuser même un visa américain parce que j'ai beaucoup à faire chez moi, j'ai beaucoup d'opportunités chez moi. » Ce dynamisme que vous décrivez là, ça demande beaucoup de moyens, surtout financiers. Oui, les moyens financiers ne sont rien d'autre que ce que tu conçois dans ta tête. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas l'argent qui est le problème. Hein. C'est la stratégie pour avoir l'argent qui est le problème. Aujourd'hui, vous levez, vous avez 20 000 dans votre poche, vous croyez que c'est à vous. Mais cet argent ne vous appartient pas. Jusqu'à ce que vous le dépensiez. Parce que quelqu'un d'autre viendra et il va vous raconter quoi que ce soit, vous allez lui donner 10 000. C'est que la personne avait 10 000 avec toi dans ta poche. Donc, tout est question de la stratégie pour y arriver. Parce que l'argent, c'est un outil. Alors que les stratégies, ça vient des réflexions. Donc, oui, quand les jeunes vous dites aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Je me souviens, lorsque je partais de la tête de la Togolese Foundation, j'ai lancé un projet, j'ai dit, non, je veux financer 5 projets à hauteur de 1 million par projet. Mais tout ce que je voulais, c'est que je veux 5 personnes autour d'un projet et dites-moi ce que vous voulez faire. Mais c'est là que vous allez comprendre que l'argent est là, mais les gens ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui se disent aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Mais vous avez beaucoup d'argent à Nouvelle Vision. Nous avons quoi? Vous avez beaucoup d'argent à Nouvelle Vision. À la Nouvelle Vision, on est riche. Et notre richesse provient de notre réflexion, de notre aptitude. Parce que si nous avons besoin de quelque chose aujourd'hui, même à 0 francs dans nos caisses, nous l'aurons. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir de la détermination qui nous permet de réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut monnayer votre sagesse, votre connaissance. Mais si vous n'arrivez pas à monnayer votre connaissance, vous n'aurez rien. Non, mais ce que vous dites n'est pas totalement vrai aussi. En fait, vous ne pouvez pas, avec les seules réflexions, mobiliser les jeunes, distribuer des choses dans le goût, comme vous le dites. Ouais, qu'est-ce que nous avons voulu faire, nous n'avons pas fait. Au goût, dans la préfecture, là. Vous l'avez fait à 0 francs? Mais on a commencé à 0 francs.
Vous avez vu aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui sont devenus des stars parce qu'ils ont commencé quelque chose qu'on a dit entreprendre à 0 francs. On a un projet qui va venir très bientôt même pour les jeunes filles, pour les lancer. C'est un entrepreneuriat à 0 francs. C'est-à-dire que tu commences à 0 francs, mais au fait, pour avoir l'argent, il suffit de changer un peu la mentalité. C'est pourquoi je donne souvent en référence des gens qui sont au port. Tu vas voir les gens au port aujourd'hui, ils n'utilisent que des aptitudes, des habiletés, mais ils pourront rapidement faire des choses. Tu leur donnes par exemple, je te donne une enveloppe de 50 000 à remettre à ton frère le soir. Mais le gars va rouler ces 50 000 et aura peut-être 70 000 et remettra les 50 000 et il a 20 000 sur ça. Il a utilisé quoi? C'est son aptitude. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'argent. Les gens ne sont pas riches dans ce pays. Les gens n'ont pas l'argent dans ce pays. Mais les gens sont peut-être plus riches, ils ont de l'argent dans leur caisse plus que nous. En fait, mais la richesse dont nous faisons allusion... Non, mais en fait, nous parlons des structures politiques. Mais les structures politiques aussi, je ne suis pas dans leur caisse, mais je dirais aujourd'hui... Vous constatez que la plupart n'ont pas beaucoup de sous. Bon, ce constat, bon, pour moi, ce serait péjoratif, parce que pour moi, tout ce que la nouvelle vision décide de faire, avec la mobilisation, la sensibilisation, the power of determination, nous arrivons à le faire. Tout ce que vous décidez de faire, vous le faites. On le fait. Cela peut supposer que les autres n'ont pas assez de stratégie, n'ont pas assez de réflexion à leur niveau. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, un certain nombre observent une pause. Non, pour le moment, nous sommes trop concentrés sur comment arriver à changer la vie des jeunes que nous n'avons pas de temps pour analyser les faiblesses des autres. Parce que nous sommes tout le temps en réflexion sur comment changer la vie de ce Togolais qui vient à toi, qui travaillait avant, mais qui a un problème parce qu'on veut le faire sortir de sa maison. Nous voulons trouver solution à cet homme-là qui a construit et qui a 5 locataires, mais que personne ne lui paie pas, alors qu'il doit aussi faire manger sa famille. Nous avons tellement de choses à quoi réfléchir que nous n'avons pas le temps de penser à qui fait mal, qui fait bien, mais on veut faire le bien de ce pays. Et nous nous ouvrons à tout le monde. Hein. Nous sommes ouverts, que ce soit le régime au pouvoir, que ce soit d'autres partis politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le quotidien? Donc, tous ceux qui pensent qu'en Afrique, les partis au pouvoir font tout pour affaiblir, notamment les partis de l'opposition financièrement, tous ceux-là, ils ont tort. Bon, ça, je vous dis, je n'ai pas... c'est une stratégie politique qui est mise en œuvre un peu partout en Afrique. Mais il faut savoir que quand on vous affaiblit, peut-être on affaiblit votre compte bancaire, mais on n'affaiblit pas votre détermination à faire changer le pays. Parce que cette détermination vous permet d'être créatif. Mais vous pouvez être au Togo, aux États-Unis par exemple. Ceux qui font la politique, vous croyez qu'ils ont de l'argent dans leur caisse? Non, pas obligatoirement. Il y a des banques qui financent, il y a d'autres hommes, d'autres agents qui financent ces hommes pour arriver à destination. Donc quand vous avez ces stratégies mises en œuvre, ces belles idées, vous avez ces aptitudes de faire changer les choses, vous n'avez pas tellement besoin que votre compte bancaire soit lourd. Mais c'est que votre intelligence, votre sagesse soit lourde. C'est ça qui fera que vous pourriez arriver à faire ce que vous voulez, même si ceux qui sont au pouvoir cherchent de vous mettre des bâtons dans le roues. Ah, vous écoutez, vous êtes une exception. Bon, l'exception, c'est les autres qui vont constater. Moi, je ne veux pas me dire que je suis exception. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis dans ma mission et je continue à agir. Pourquoi? Parce que tous les jours, je vois que je fais un pas en avant vers la destination, vers la finalité. Tous les jours, j'arrive et je vois que je change la vie d'un Togolais. Tous les jours, je vois que je donne le sourire aux lèvres d'une famille. Ça me suffit et je continuerai par le faire jusqu'à ce que tout le Togo change, jusqu'à ce que tous les Togolais aient l'opportunité de sortir de cette ornière. Nous espérons que tout ce que vous prenez va pouvoir apporter du changement, notamment en Afrique, puisqu'en Afrique, la question, c'est aussi la question de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance en Afrique, c'est très souvent entaché de scandales. Le dernier, au Togo, vous le savez, ça porte sur les commandes des pétroles. Vous êtes au courant de ça? Oh, bien sûr, je dois être au courant de tout ce qui concerne ces grandes décisions et ces grands éléments de mon pays. Et tout ça, moi, je vois que pour le moment, on ne pourra pas officiellement dire que oui, c'est ça ou ce n'est pas ça, parce qu'il y a les enquêtes qui sont en cours. Donc, il ne faudrait pas trop anticiper, en tant que surtout l'idée, il faut aussi savoir comment se jeter sur certains problèmes. Mais si ça s'avère que c'est une réalité, quelque part, je vois, c'est parce que le système, le paradigme de gouvernance n'est pas très bien assis. C'est ça qui pousse les gens à faire certaines choses. Je donne un exemple pour voir comment nous sommes en train de cultiver la corruption en essayant peut-être ou bien en nous battant de lutter contre la corruption.
La dernière fois, je faisais une étude un peu plus approfondie des conditions des ministres dans nos pays, surtout au Togo. Et je vois que vous pouvez aujourd'hui être ministre en étant d'abord peut-être un instituteur quelque part. On vous prend comme instituteur, vous êtes devenu ministre. Ça veut dire que vous avez changé au moins de statut social. Votre femme n'ira plus dans les baras pour faire les cheveux. Vous n'allez peut-être pas aller dans le coin là-bas pour aller prendre spaghetti. C'est-à-dire le niveau au moins augmente à un niveau, à une échelle donnée. Maintenant, vous avez fait 2 ans et vous n'êtes plus ministre. Mais ce qui se passe, c'est que vous revenez au bas. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est prévu pour celui-là qui a été ministre pour 2 ans. Eh bien, il peut revenir à 0. Mais quand il est au cours de son mandat maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens se disent, ah mais vous êtes là, il faut profiter. Donc, voilà que les opportunités viennent, mais ils cherchent à remplir leur poche parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent être enlevés de leur poste et qu'est-ce qui pourra se passer lorsque tu descends du rang d'un ministre en bas vers un poste d'instituteur, si ton poste existe encore. Donc vous voyez que ça pousse les gens à chercher plutôt à grossir leur compte bancaire au lieu de travailler pour cette nation. Donc je vois des fois que c'est le système de gestion même ne permet pas ce que les gens travaillent bien. Mais s'il peut y avoir des opportunités où une seule personne ou bien toute une seule famille peut prendre plus de 500 milliards sur des commandes d'un tas, ça veut dire... C'est des estimations. Ce sont des estimations, mais si ça arrive, ça veut dire qu'on a un problème de gouvernance. On a un problème on doit mettre sur pied un système de gestion autocontrôlable qui permettra ce qu'à chaque instant, quand il y a dérapage, que ça sonne quelque part. Nous avons la technologie, nous avons tellement de choses à mettre sur pied aujourd'hui pour que les choses marchent. Donc, moi je pense et j'espère quand même que ça soit un mensonge ou bien un montage. Mais si ça s'avère que c'est vrai, alors il faudrait quand même tout faire pour que le prochain gouvernement, pour que ceux qui sont à la tête de nos pays aujourd'hui revoient ce qu'on appelle la gouvernance, le système de gouvernance, le paradigme de gouvernance, ça doit changer. Vous avez voulu être chef de l'État, si vous l'étiez et que c'est sous votre mandature que survient ce scandale, que feriez-vous? Ça ne peut jamais arriver. Parce qu'avant d'arriver au gouvernement, j'ai tout un système que je mets en place. Un système autocontrôlable, mais un seul individu. D'abord, pour moi, ce n'est pas les individus qui ont la force. Et c'est le système qui a la force. C'est-à-dire, je dis, des fois, voilà quelqu'un qui est par exemple au service de passeport. Il voulait faire le passeport le ministre ou bien la personne qui signe le passeport. Dans ce pays, ton oncle ou bien ta tante peut venir chez toi pour dire ah, ton frère doit partir demain, il a besoin de passeport. Mais si tu refuses de le faire, tu as un problème familial. Si tu arrives à le faire, ça veut dire que tu as fait quelque chose au-delà du normal. Parce que la personne doit faire des états, doit faire la carte d'identité, doit régulariser sa naissance et sa nationalité. Mais pourquoi est-ce qu'on te voit comme quelqu'un qui ne veut pas le faire ou bien on te pousse à le faire? C'est parce que le système est ouvert que tu pourras faire n'importe quoi. Mais si déjà, dans le système que je mets en place, vous allez voir que avant que je n'arrive à cliquer pour que le passeport sorte, il faudrait que l'autre office clique la naissance, l'office secondaire clique la nationalité, l'office tertiaire clique la carte d'identité avant que pour moi même ça s'ouvre. Tu vas voir que le système me contrôle, ce n'est pas moi qui contrôle le système. Donc dans la gouvernance Kodjo-Vitton, ça ne se passera pas. Ça, ce n'est même pas possible. Parce que nous mettons tout en œuvre pour que les hommes ne soient pas les moteurs du système, mais qu'ils soient plutôt les contrôleurs de ce système. Le système lui-même marchera. On peut mettre n'importe qui quelque part, on donne les instructions, vous suivez les instructions, le pays va marcher. L'actuel système en place est incarné par Fagna Singbe. Est-ce que le chef de l'État actuel, est-ce qu'il en faute par rapport à ce scandale? Non, par rapport aux résultats. Moi, je dis toujours que je vois les résultats. Quand je vois des milliers de jeunes dans la rue, quand je vois des femmes qui lamentent tous les jours, quand je vois même les employés d'État qui ne sont pas dans de meilleures conditions, quand je vais même dans des services de l'État, et tu vas voir des gens dans des conditions où il y a des ventilateurs qui fanent un peu partout, les papiers sont à terre parce que quoi, il n'y a pas la climatisation, mais ce sont des gens qui doivent prendre des grandes décisions dans ce pays. Quand je vois tout ce système, je ne peux pas applaudir ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs pourquoi je me suis engagé pour devenir président de ce pays, parce que je dois amener un nouveau système pour changer les choses. Mais c'est ce qui fait que nous sommes là. Sinon, nous ne nous engageons pas parce que nous voulons faire la politique.
Nous nous engageons parce que ça ne va pas. Nous nous engageons parce que nous avons de meilleures propositions. Nous nous engageons parce que nous avons un système de gestion qui pourra faire évoluer ce pays. Nous avons tellement de choses, tellement de ressources dans notre pays. Nous avons des braves Togolais, des jeunes Togolais innovateurs, créateurs. Allez même dans le domaine de la culture. Voyez comment, dans ces conditions, les Togolais arrivent à faire des merveilles. Dans le domaine du sport, regardez combien de jeunes Togolais se mettent sur eux. Le poids de partir dans des pays comme le Ghana, d'être formés au Nigeria parce qu'ils veulent devenir des superstars en sport. Regardez ce qui se passe un peu partout. Des innovations. À la fois, voyez les innovations, la créativité des jeunes Togolais. Et vous allez me dire que nous n'avons pas d'opportunité. Mais au-delà de ça, il faudrait que le gouvernement ou bien le programme du chef de l'État puisse créer vraiment les canaux possibles pour que ces énergies soient orientées vers le développement de notre pays. Nous avons devant nous le taux de pauvreté, nous avons les jeunes, nous avon tout ce qui se passe. Donc je ne peux pas applaudir pour dire que Faure Gnassingbé est en train de mieux faire. Peut-être il fait quelque chose, mais il pourra mieux faire. C'est pourquoi je me suis engagé. Faure Gnassingbé, ça fait un peu plus de 15 ans de pouvoir. Il a succédé à son père. Et puis, si ce scandale a perdu, est-ce que là, nous n'avons pas plutôt un problème structurel? Problème structurel, il y en a. Mais au-delà de ça, il y a un problème de manque de... je dirais d'abord manque d'amour pour ce pays. Parce que c'est par amour que les gens se sacrifient. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux jamais te sacrifier. Quelqu'un qui se sacrifie sans l'amour, c'est un manipulateur. Donc, je vois, j'ai vu Faure Gnassingbé depuis 2005 à 2010. Je l'ai vu de 2010 à 2015 et 2015 à 2020. Je l'applaudis sur certains points parce qu'il a pris le pouvoir au moment où c'était très chaud. Mais il avait joué un rôle d'abord de réconciliation de 2005 à 2010 que j'ai apprécié parce qu'en ce moment, c'était pas si facile. Et j'ai vu comment l'engouement de la jeunesse était autour de lui parce qu'il était jeune. J'ai vu comment notre économie était coupée du reste du monde. Il a pu renégocier certaines choses pour que l'économie reprenne. Mais à partir de 2010 à 2015, j'ai vu comment il s'est investi dans les grands travaux. J'ai vu comment la croissance économique est passée de 5,6 à 7,2. J'ai vu comment il a essayé de faire certaines choses. Maintenant, de 2015 à 2020, le mandat social. Mais ça, je n'ai pas tellement aimé parce que c'est en ce moment-là que le prix de l'essence a monté. C'est en ce moment-là que les taxes ont augmenté. C'est en ce moment-là que tellement les Togolais ont été confrontés à tellement de choses. Mais je comprends que des fois, on peut prévoir, mais la réalité du pouvoir peut contraindre à certaines choses. Donc je sais qu'en tant que chef de l'État, oui, il n'est pas appelé à tout faire lui-même. Mais quand même, il doit mettre sur pied un système qui fait évoluer les choses. Il y a des gens qui sont là. Je me souviens la dernière fois de l'intervention de mon chargé de communication à New World TV, qui disait que ce n'était pas possible de voir un ministre de la jeunesse qui a 65 ans. C'est-à-dire, un ministre de la jeunesse à 65 ans, vous allez transmettre quoi à la jeunesse? Vous êtes comment proche de cette jeunesse? Qui a 65 ans? Donc il faudrait, non, je donne un exemple, je suis en train de parler d'une manière comme un paradigme. Donc là, il faut comprendre qu'il faut mettre les bonnes personnes c'est-à-dire là où il faut pour que les choses évoluent. Est-ce que forcément c'est une question d'âge? Puisque Faure Gnassingbé, beaucoup ont dit qu'il est jeune, mais visiblement, certains se posent des questions. Mais quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas au fait l'âge. La jeunesse, c'est la mentalité. Ah oui, mais c'est pourquoi quand vous parlez de 65 ans, un ministre de la jeunesse à 65 ans peut faire mieux qu'un ministre. Tout justement, quand je parle d'un ministre de la jeunesse à 65 ans, ça veut dire qu'il a un comportement qui est de l'autre génération. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple. Sinon, quand on parle de la jeunesse, nous avons défini ça à plusieurs reprises, que c'est une question d'aptitude, c'est une question de mentalité. Donc vous voyez aujourd'hui, ce qui est plus important pour moi, c'est que Faure Gnassingbé doit aussi reconnaître, comprendre que l'attente des Togolais n'est pas atteinte. L'attente n'est pas atteinte. Mais il faudrait changer de paradigme. Il faudrait changer la manière de gouverner. Parce que si vous maintenez les mêmes personnes avec le même système et vous espérez avoir un résultat différent, ça ne peut pas marcher. Je veux qu'ils rentrent dans la population pour comprendre la misère des jeunes, pour comprendre ce que les femmes ont comme problème dans les marchés, pour comprendre ce que les agriculteurs ont comme problème dans leurs champs, pour qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main, pour arriver à sortir de cette misère. Vous avez dit plusieurs fois que ça ne va pas, vous avez même sorti une formule que j'ai notée, que certains cultivent la corruption. Et curieusement, là, Faure Gnassingbé, à la dernière élection, il a été relativement publicité, autour de 70% quand même
Au XXIe siècle, ça ne court pas les rues. Oui, d'abord, et si je dois donner mon impression sur le résultat de Faure Gnassingbé, je ferai seulement référence à ce qui m'est arrivé proprement pour dire que ça ne va pas. Je ne suis pas content des chiffres parce que c'est devant moi, j'ai amené 5222 signatures. En premier lieu, une cour constitutionnelle, c'est-à-dire la plus grande instance de mon pays qui me dit que j'ai amené 3125 signatures. Mais j'ai fait la réclamation. La cour me dit oui, on a trouvé les 5222, mais de ces 5222, la plupart ne se retrouvent pas dans leurs données de base de données plutôt. Mais quand tu vois une cour qui prend des décisions d'une manière abstraite, comment on dit, d'une manière, c'est-à-dire pas fantaisiste pour tout. Oui, c'est fantaisiste. Si c'est fantaisiste autour de Kojo-Vitton, autour de la candidature de Kojo-Vitton, mais les 70%, de cette déduction, je pourrais dire que ça peut être fantaisiste. Mais au-delà de ça, si je n'ai pas de raison pour prouver que Faure Gnassingbé n'avait pas eu 70%, moi je ne vais pas m'atteler à parler de ces 70%, mais je dois tout faire pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire au moment où il est déjà proclamé président. Est-ce qu'on va continuer à faire comme nos grands frères, faire une politique de chaise vide, une politique de contradiction sur les 4 ans et demi et à 5 mois des élections, on revient encore être candidat? Non. Le lendemain, quand on l'a proclamé comme président, j'ai dit « Bravo, monsieur le président, mais sachez que nous avons du travail à faire et que vous n'allez pas le faire seul. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rester ailleurs pour vous voir faire. Nous allons aussi apporter notre expertise. Nous allons aussi critiquer. Nous allons aussi porter ce que nous avons comme le savoir-faire pour qu'enfin, nous puissions changer le quotidien des Togolais. C'est ce qui est plus important et c'est ce que j'encourage nos grands frères à faire dans le domaine politique. » Bien, merci, docteur Kojo-Vitton. Je rappelle que c'est vous qui êtes notre invité. Comme c'est de tradition tous les dimanches, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission. Ils ont la possibilité d'appeler deux numéros 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Les auditeurs qui nous regardent sur notre page Facebook auront également la possibilité de nous laisser les questions. Nous allons faire le devoir et de les proposer à notre invité. Est-ce que le téléphone a commencé par sonner? Oui. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Bozambo? Oui. Comment vous allez? Bonjour, notre président. Bonjour, monsieur Bozambo. Votre détail, ça me plaît beaucoup à la maison. Si on se nomme ministre de l'Agriculture, je sais que tu vas travailler. Si vous êtes président, vous allez courir derrière les Togolais et l'agriculture. On dit que l'Amérique est développée sur l'agriculture et l'Amérique est devenue une puissance mondiale. Si vous êtes président au Togo, je reste à Dieu, et c'est ce qui est votre tête. Donc, je ne veux jamais rester au bureau. Vous allez déplacer sur le terrain. Et ce qui me tient maintenant dans ce pays, il y avait des jeunes qui ont formé, qui sont partis en Europe, à Israël, pour aller former pour l'agriculture. Au retour, je ne sais pas où ils sont. Ils sont restés là-bas, ou bien ils sont retournés à Lomé pour nous apprendre comment on développe l'agriculture. Si tu viens dans nos marchés, dans tous les marchés au moment, il y avait des tomates. Partout, il y avait des tomates. Les preneurs, on ne voit pas. Donc on dit qu'on fait tomates dans une méthode. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait de fabriquer pour nous emporter. Et les tomates sont dans notre marché, mais on ne trouve pas les preneurs. C'est ça qui me dit que les Togolais arrivent à faire quelque chose, mais ils ne jouissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc comment on peut faire pour se développer quelque chose et tous les Togolais aller à cet endroit-là pour avoir quelque chose à eux nourrir et ses enfants. Bien, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée, Bozambo. Réaction. Oui, justement, il dit à un côté donné, les gens ont été envoyés à l'extérieur pour pouvoir acquérir des connaissances plus approfondies, plus accentuées, afin que ça profite au pays. Mais il y a aussi un problème qui se passe, parce que j'en connais au moins un ou deux qui ont été envoyés, qui ont été formés, mais au retour, ils ont été contrés par la politique. C'est-à-dire, vous revenez en tant que jeune, vous avez été formé, mais quand vous revenez, pour pouvoir accéder même à une position qui vous permet de mettre votre compétence en pratique, le grand frère vous dit non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis nommé ici parce que je suis tel de tel parti. Donc ce qui veut dire que ces jeunes reviennent, il y a certains qui reviennent, mais qui n'arrivent même pas à trouver l'opportunité pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris de l'autre côté.
Donc au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent pour aller vivre dans ces pays-là. Donc ceux qui sont restés, les peu qui sont restés pour le faire, ils le font à contre gré. Et vous allez voir, par exemple, il a même donné l'exemple de la tomate. Et je connais le jeune Tanko qui a initié Tanko Tomato, par exemple, qui permet de transformer les tomates là, que nos mamans amènent au marché. Des fois, si elles n'arrivent pas à vendre, jettent dans les poubelles et reviennent à la maison. Maintenant, on peut les transformer en purée de tomates et autres. Mais il y a d'autres aussi qui ont beaucoup d'idées. Mais il faudrait que nos aînés politiques comprennent que nous qui arrivons aujourd'hui en tant que des leaders pour pouvoir accéder peut-être à des positions données, nous ne sommes pas là pour faire la guerre contre eux. Non, nous sommes là pour faire évoluer le pays. Et nous allons travailler avec eux. Nous allons mettre aussi les expériences acquises à leur niveau à contribution pour arriver à une destination. Vous parlez très souvent des politiques. Faites allusion à qui? Aux aînés politiques. Mais ceux qui étaient là avant moi, ceux qui ont commencé le combat, ils n'ont pas pu finir. Et ceux qui nous ont tracé la voie, ceux qui nous ont inspirés, et ceux qui ont fait que nous nous sommes engagés, ceux qui n'ont pas réussi, et ceux qui sont là et à ne rien faire, mais en donnant seulement un parti politique. Oui, mais en fait, quand je vous écoute, très souvent, vous utilisez l'expression, je ne sais pas si, là, quand vous l'utilisez comme ça, faites allusion aux opposants. Pourquoi? J'ai dit aînés politiques, les opposants dans ce pays. En fait, quand vous parlez de combat... En fait, quand je parle de combat, j'ai toujours dit que le système dont moi je passe, j'ai dit que le système doit changer. C'est un système bilatéral, un système qui est composé de ceux qui gouvernent et de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Parce que dans n'importe quel pays, mais la durée d'un régime dépend de la qualité de son opposition. Mais si l'opposition te permet d'être là-bas pour longtemps, tu restes là-bas. À moins que ta conscience te l'ordonne autrement, ou bien que la nature te l'impose autrement. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas depuis plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, mais c'est la faute à nos leaders qui sont là. Mais cette faute-là, c'est une faute partagée. Je ne vais pas le mettre sur le dos des opposants, parce que nous avons vu des opposants qui étaient là pour le pays, qui voulaient faire changer ce pays, mais on a mis des bâtons dans leurs roues. Il y a certains qui sont repartis, et il y a certains qui n'ont pas pu tenir longtemps. Il y a certains aujourd'hui qui sont devenus des opposants des professionnels opposants. Mais ce n'est pas ça le problème. Je ne mets pas le problème au dos de qui que ce soit. Merci. Sur la question de Bosambo liée à l'agriculture, à la transformation des matières premières, il y a un centre que les autorités du Togo ont lancé récemment au niveau d'Adedi, comme c'est un centre industriel, pour éventuellement répondre à la question posée par notre ami. Est-ce que c'est pas une bonne chose déjà? Mais je sais qu'au Togo, il y a beaucoup de choses. Je me suis bleu. Ils ont inauguré avec le train. Et je me souviens de... Le Blue Line. Le Blue Line. Et je me souviens des ports de pêche. Je me souviens... Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés qui, au fait, dans leur constitution, sont de bons projets. Mais si la finalité n'est que politique, on aura de beaux projets, mais les résultats ne seront jamais là. Donc pour moi, je vois que, oui, au Togo, nous avons des experts qui réfléchissent à mettre sur pied des projets qui peuvent aller dans l'intérêt de ce pays. Mais s'ils ne sont pas formés, s'ils ne sont pas orientés, s'ils ne sont pas cadrés, s'il n'y a pas un système qui les oblige à aller, à utiliser ces opportunités pour le bien de ce pays, on aura de beaux tests, mais les résultats seront toujours caducs. Donc je crois que oui, c'est un bon départ, mais il faudrait que ça produise des résultats. Il faudrait que ces programmes soient alimentés par des gens capables, des gens qui sont compétents, des gens qui peuvent le faire, des gens qui ont l'amour pour ce pays et qui peuvent s'oublier en mettant le peuple en Bien, merci. Deuxième auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Mais comment vous allez? Je vous appelle Bazin. Ok, allez-y. Je salue le docteur Eston, monsieur le président. Bonjour, monsieur. J'ai eu une question. La première, comment est-ce que vous voyez la sortie du président de l'Afrique? Entre-temps, il est sorti pour dénoncer certaines personnes qui font la corruption. Et après, il est ressorti pour présenter ses excuses. Comment est-ce que vous voyez ces genres de choses? Ma deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition togolaise a de l'avenir, selon vous? Est-ce que cette opposition a de l'avenir? Merci beaucoup.
D'accord, merci. J'ai aimé les deux questions. En premier point, quand il y a quelqu'un qui dénonce quelque chose, c'est parce qu'il a vu quelque chose, c'est parce qu'il a senti, ou bien parce qu'il a vécu quelque chose. Maintenant, quand il revient pour démentir ce qu'il avait dit, ou bien pour présenter des excuses, peut-être que c'est dû à des forces extérieures. Peut-être que c'est dû à une erreur, je ne sais pas. Mais je ne peux pas me prononcer sans avoir, au fait, les preuves d'abord de sa déclaration et de l'annulation de sa déclaration. Mais tout ce que je peux dire, c'est que quand quelqu'un sort pour déclarer quelque chose, c'est quelque chose qui l'a poussé. Maintenant, peut-être la manière dont il l'a fait, ou bien peut-être celui qui est en train de décrier tout ça là, au fait, va lui porter atteinte parce que nous sommes dans une zone où tout est politique. C'est ce qui est marrant, c'est ce qui est le problème aujourd'hui. Vous êtes compétent, vous voulez faire ceci, on vous dit, petit frère, vous allez trop vite. Faites ceci, faites cela, c'est comme ça vos aînés ont fait. Mais si vous ne faites pas, on va vous enlever demain, c'est vous qui serez tel, c'est vous qui serez tel. Donc il y a des jeunes qui sont là aujourd'hui, même dans le régime actuel, que moi je vois des motivations de bien faire, d'aider cette population. Dans le contexte togolais, est-ce qu'on peut dire tout simplement que le combat d'Aplusia est un combat perdu d'avance? Non, je ne dirais pas ça. Parce que tout est question de comment nous allons aménager cela pour arriver à destination. Ce n'est pas perdu d'avance. C'est pas perdu d'avance. Je pose la question parce qu'avant Aplusia, il y avait quand même d'autres structures qui poursuivaient les mêmes objectifs et qui se sont sabordés. Bon, si on veut remettre les trucs, il y a eu plusieurs prophètes, mais il y a un qui dira quelque chose. Mais il y a eu plusieurs opposants, mais il y a peut-être quelqu'un qui fera la différence. Il y a eu plusieurs gouvernants, mais il y a eu un visionnaire qui viendra échanger. C'est pas parce que d'autres sont passés et ça n'a pas marché, ou bien d'autres cas sont là, que ça n'a pas donné de résultat, que nous allons dire que ceci ne va pas donner de résultat. Non. Et en seconde partie de sa question, il me demandait de savoir si l'opposition togolaise a de l'avenir. Je me souviens, j'ai fait une sortie après les élections présidentielles où je disais que même si nous n'avons pas la nouvelle vision, gagné la magistrature suprême, la jeunesse togolaise a gagné quelque part dans cette politique. Pourquoi? Parce que la coexistence du régime opposant n'existe presque plus. Il y a maintenant la levée d'une nouvelle génération de leaders. Au fait, je ne vais pas les appeler opposants parce que moi, je n'aime même pas le nom opposant. L'opposant s'oppose à tout, même ce qui peut être bon, il s'oppose à ça. Mais il y a une nouvelle levée de nouveaux leaders qui peuvent aujourd'hui s'asseoir avec ceux qui sont au pouvoir et discuter et se dire la vérité avec respect. Ils peuvent apporter leur expertise en n'étant même pas au gouvernement. Ils peuvent défendre les biens de ce pays. Ils peuvent défendre les biens des forces de l'ordre, des biens des enseignants, des biens de telle et telle personne. Parce qu'avant, les opposants que nous avions, c'est-à-dire nos aînés politiques, mais combien de fois vous allez les voir, les gens défendent les statuts des agents de force de l'ordre? Combien de personnes vous allez voir défendre les statuts de tel et tel employé? Mais nous avons tous notre politique orienté vers les tests politiques, les durées de mandat et autres. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes, je vois autour de moi, je vois les jeunes opposants, si on peut se permettre d'utiliser le nom, qui viennent dire par exemple comment est-ce que ceci peut nous aider dans le domaine agricole, comment est-ce que ceci peut nous aider dans le domaine de l'éducation. Je vois des actions posées sur le terrain par de ces leaders. Il n'y en avait pas. Donc je pense que oui, si on peut l'appeler opposition, la nouvelle opposition togolaise, c'est-à-dire quand on parle des opposants togolais, il ne faut pas avoir l'idée sur seulement les aînés qui étaient là, mais l'opposition, c'est-à-dire cette classe maintenant qui est venue, cette classe maintenant a de l'avenir. Et cet avenir commence même aujourd'hui. Si vous étiez donné de participer à la dernière élection présidentielle, quel aurait été votre score? Je serais le président. Je serai le président du Togo. Et c'est la raison pour laquelle on m'a enlevé injustement. Parce que si j'étais candidat, j'ai déjà dit, j'ai déclaré même à la télévision nationale que quand je vis ton candidat, quand je vis ton président, je serai président. Parce que ce que je porte comme programme avantage tout le monde. Même le chef de l'État va voter pour moi. Parce que... Non, mais en fait, quand vous parlez comme ça, en fait, beaucoup ne vous prendront pas au sérieux. Bon, peut-être c'est beaucoup là, c'est pas qui tu mets dans non, beaucoup. En fait, parce que je démontre... Quand vous dites que le chef de l'État va voter pour vous, quand même... Je démontre ce que je dis. Parce que ce que je voulais dire, c'est que vous ne savez pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont à la commande aujourd'hui, sont fatigués. Ils sont fatigués. Mais ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas autant fatigués pour donner le pouvoir à n'importe qui.
ils sont autant fatigués pour trouver celui qui peut être porteur de pouvoir, pour prendre le pouvoir, pour la continuité de ce pays. Mais vous n'êtes pas là seulement, vous êtes fatigué, vous donnez le pouvoir à quelqu'un parce qu'il veut le pouvoir. Parce que le pouvoir, ce n'est pas du bonbon. Mais je dis aujourd'hui que ton candidat devrait être président parce que j'ai un programme qui rassurera ceux qui sont là, qui sont fatigués et qui sauront que nous avons une vie après le pouvoir. Bien, merci. Nous allons retourner au téléphone avec les auditeurs qui nous regardent. En fait, pour ceux qui nous regardent, j'ai un certain nombre de questions. Certaines de ces questions, oui, j'ai du mal à les comprendre. C'est pourquoi je n'arrive pas à les soumettre à mon invité. Donc, qu'il veuille bien mieux clarifier leurs questions. Allô? Allô? Oui, oui. Bonjour. Bonjour, votre nom. Allez-y. Salut les filles. Bonjour, monsieur. Oh. Vous avez beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Vous avez dit qu'on vous a empêché d'être présent. Voilà, vous l'avez attendu de diriger au moins une commune à travers les locales pour qu'on puisse voir votre capacité à pouvoir diriger une commune pour le Togo. Et pour finir, en tant qu'acteur politique, comment analysez-vous le comportement des chefs d'État ouest-africains à travers leur prise de décision lorsqu'il y a crise dans la sous-région, leur va et vient. Quelle analyse vous faites sur leur prise de décision et leur comportement à travers les prises? Merci. Bien, merci beaucoup, Tafik. Oui, merci pour la question. D'abord, il me demandait pourquoi je n'ai pas opté pour un leadership communal, peut-être pour démontrer de quoi je suis capable avant de le faire. Bon, tout homme politique ou bien celui qui s'engage avec une vision donnée à sa stratégie donnée. Ma stratégie n'était pas de passer à l'avance, je ne me suis pas mis de passer par le communal ou bien les élections pour devenir député et autres avant d'aller à la présidentielle. J'ai tout orienté, j'ai orienté toutes mes énergies, j'ai concentré tout pour la préparation de la présidentielle. Depuis 2016, j'ai annoncé mon intention. Donc, c'était la stratégie que j'avais mise sur pied. Maintenant, cette stratégie, avec la réalité sur le terrain, peut-être la question, je répondrai à M. Taoufik en disant que dans 2 ans, 3 ans, il y aura les législatives, il y aura encore les locales avant la présidentielle, peut-être même les régionales. Donc, je crois que les stratégies doivent changer. Mais dire pourquoi je ne l'avais pas fait, ce n'était pas ma stratégie. Je me souviens, beaucoup de gens disaient que non, il faudrait être député, il faut être pas... Il y a combien de personnes ne sont pas députées, n'ont pas pu même mettre en pratique le minimum de connaissances, le minimum de désirs qu'ils ont pour faire avancer ce peuple. Donc je pense que oui, la question n'était pas seulement de ça, mais je comprends quand même que à travers l'exercice dans une commune donnée, les gens peuvent voir de quoi je suis capable. Mais il y a le temps devant nous, il y a les communales qui viennent, il y a les législatives qui viennent. Je pense que nous aurons beaucoup à faire avec ce que nous avons à démontrer aux jeunes de quoi nous sommes capables. Donc j'ai aimé sa question. Mais la deuxième partie de la question, je voudrais savoir ce que je pense de la crise ou bien des va-et-vient des chefs d'État dans la sous-région. Ça, vous allez comprendre quand même que par manque de compétences en leadership, les chefs d'État n'arrivent pas à se dire des vérités, ils sont là pour se couvrir les uns les autres. Et regardez, comment dire, le virus de 3e mandat, le virus de changement de constitution qui revient maintenant en Afrique de l'Ouest, et des gens qui ont déclaré que nous ne serons pas, et qui sont déjà candidats et autres. Je pense que des fois, les gens ont peur de quitter parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas vraiment joué le rôle de bon leader. Donc le résultat ou bien tout ce qu'ils ont laissé derrière peut jouer contre eux. Donc tant qu'ils n'ont pas au fait cette assurance qu'ils auront une vie après le pouvoir, parce qu'il y a certains exemples qu'ils voient devant eux, ils veulent maintenir le pouvoir jusqu'au jour où on les arrache ce pouvoir donné. Donc voilà ce qui se passe, c'est là l'étude que moi je fais. Mais quand tu es un chef d'État, et quand tu arrives à faire ton travail comme il le faut, tu n'auras pas peur de quitter. Et tu n'auras pas peur de dire à ton collègue que mon frère,
Ça ne va pas, il faut changer. Parce qu'après tout, il faudrait que l'Afrique soit unie pour que le continent soit solide. Il y a quelques années, la question des mandats présidentiels était réglée dans une certaine mesure en Afrique de l'Ouest, notamment avec la limitation des mandats. Le Togo était une exception. Malheureusement, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une sorte de reculade en Afrique de l'Ouest, puisque les mandats présidentiels limités à 2 appartiennent désormais au passé. En Guinée et en Côte d'Ivoire, les chefs d'État là-bas sont candidats pour le 3e mandat. Ah oui, j'ai toujours dit que nos tests sont une chose, mais la finalité, c'est-à-dire le désir, l'amour que nous avons pour nos pays sont une autre. Là, c'est quand les gens sont trop intelligents, mais qui sont là pour utiliser leur intelligence contre le peuple, c'est dur. Parce que tout ce qui se fait quand vous voyez, carte sur table, mais c'est démocratique. Quand il y a une nouvelle constitution, une nouvelle république, les choses recommencent à zéro. Mais pour avoir une nouvelle république, il y a des choses qui doivent être faites selon les tests. Donc, tout le monde joue selon les tests parce qu'ils sont trop intelligents. Leur intelligence ne leur permet pas de faire développer leur pays. C'est ça qui est le mal. Mais si cette intelligence les aidait à développer ce pays, imaginez ce que nous aurons fait. Si aujourd'hui, dans notre pays, un parti, ou bien un parti qui s'est changé de nom après, un parti arrive à rester plus de 60 ans, c'est parce qu'ils sont intelligents. Mais cette intelligence n'a pas d'amour. Parce que si vous avez d'amour, votre vécu doit avoir des impacts sur la vie des Togolais. Mais si cette intelligence est changée, on a changé ça un peu pour pouvoir développer un amour pour ce pays, pour développer ce que nous avons comme ressources et donner l'opportunité aux Togolais, je pense que ça devrait mieux aller. Donc c'est ça qui est. Est-ce qu'on peut parler encore d'intelligence quand derrière il n'y a pas d'amour? Est-ce que ce n'est pas forcément de la méchanceté finalement? Mais une intelligence mal utilisée est définie comme la méchanceté selon moi. Et donc c'est une intelligence parce que pour que quelqu'un arrive à te dribbler, il faudrait que cette personne soit plus intelligente que toi. Mais l'intelligence en soi n'est rien. Mais quand cette intelligence est utilisée d'une bonne manière, on parle de la sagesse et de l'amour. Il y a la question de Claude, il nous écoute depuis Bay. Vous aviez, en parlant de Fabien Sibé, sur son premier mandat, vous avez évoqué la question de la réconciliation nationale et vous avez même salué visiblement son engagement. Et la question de Claude, c'est de savoir si finalement les Togolais sont réconciliés. Non, pour le moment, ce n'est pas au total. Et si c'était au total, on n'aura pas de haine, des choses qui se passent dans nos pays comme ça. Mais il faudrait que M. Claude aussi reconnaisse que nous ne sommes plus au même point. Nous ne sommes plus au point de départ. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, la relation même entre la population civile et les forces de l'ordre a évolué. Aujourd'hui, la relation entre certains leaders, même entre les opposants, a évolué. Les relations entre les opposants et le régime au pouvoir a évolué. Donc il y a beaucoup d'évolution. Néanmoins, il y a beaucoup de kilomètres aussi à faire. Donc je ne dirais pas que les Togolais sont complètement réconciliés aujourd'hui, mais je dirais à M. Claude qu'il y a eu beaucoup d'avancements qu'on peut applaudir, mais qu'on pourra continuer à faire pour arriver à l'apothéose. Il y a certains auditeurs, c'est pas un seul, sur la question éventuelle si on vous proposait à devenir ministre, est-ce que vous accepterez? Bon, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas la position qui serait le problème, c'est l'outil et la finalité. Mais si on me nomme ministre aujourd'hui et je vois de cette nomination une opportunité d'agir pour changer le quotidien, agir vers la finalité que je me suis définie en laissant tout ce que j'ai aux États-Unis pour revenir dans ce pays, je ne manquerai pas. J'ai toujours dit que je n'ai même pas besoin de position pour le faire. J'ai continué à le faire. J'ai commencé à le faire, continué à le faire. Depuis Togolese Foundation jusqu'à aujourd'hui, je continuerai à le faire même si je ne suis pas nommé. Mais si cette position sera seulement pour remplir mon ventre et laisser c'est-à-dire ce désir de voir ce peuple évoluer est la finalité, je n'accepterai pas. Parce que j'ai beaucoup d'opportunités. Si c'est côté me remplir ma poche aux États-Unis. Mais je suis enseignant, je suis chef de département et je suis vice-président d'une université. Tout ça, je l'ai laissé pour venir dans ce pays. Ce n'est pas pour devenir ministre. Et le ministre aussi, c'est pour remplir la poche, ça n'a pas de sens. Mais si mon aptitude me permettra de faire quelque chose, de changer ce pays, même sans nomination, je le ferai. Il y a la question de Gabriel.
pourquoi devons-nous intégrer votre parti politique plutôt qu'un autre? Parce qu'au Togo, il y a plusieurs partis politiques. Il suffit de voir le programme que je porte. Il suffit de voir si ce que je porte répond à l'aspiration de M. Edem. Il suffit de voir si ce que je porte comme programme va créer des emplois aux Togolais. Il suffit de voir si ce que j'ai comme programme permettra à nos mamans des marchés de pouvoir se soulager, à nos parents dans les champs de se dire ouf, on pourra vivre de notre agriculture. De voir des jeunes qui sont vraiment motivés d'aller à l'école parce que quand ils vont sortir avec leur diplôme, ils auront des opportunités. Il suffit de voir si le programme que j'ai fait l'unité nationale où le Togolais ne va plus se haïr. Il suffirait de voir si mon programme permettra à la jeunesse qui est dans la diaspora de revenir paisiblement investir ou bien vivre dans son pays. Il suffit de voir si ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui à la retraite, ils seront toujours contents parce qu'ils ont eu des accompagnements qu'il faut. Et de voir si nos enseignants, nos médecins, tous ceux qui sont du personnel formels et informels auront des accompagnements qu'il faut. C'est le programme que j'amène. C'est à ce programme-là qu'il doit adhérer. Ce n'est pas seulement adhérer à un nom donné. Donc c'est pourquoi je dis, M. Edem ne va pas intégrer la nouvelle vision parce que je lui dis, viens intégrer, mais en voyant déjà la nouvelle vision avec son programme, il sera très ému de se dire, je suis une nouvelle vision, je suis une nouvelle créature, je suis quelqu'un qui veut le bien de mon pays, qui met de côté la différence entre partis, entre ethnies, et qui veut arriver à construire un pays soudé et un pays émergé. Il y a la question de Napotien. Tantôt, j'avais dit qu'il y a certaines questions que je n'arrive pas à comprendre. Il a reposé sa question. Okay. Je vais juste lire la question. Est-ce que je l'ai là? La question de Napo. Je ne l'ai pas. En attendant de l'avoir, je vais retourner au téléphone avec l'auditeur qui est là. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, ça fait le... Pelé, allez-y. Je pense que au Togo, après ces élections, on écoute au niveau de nos leaders des discours. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez fait déjà 5 discours, bien des messages. Est-ce que des discours, il y a des messages, est-ce que vous actes les suivre? Est-ce que c'est concordant? Si ce que vous dites, est-ce que vous posez les mêmes actes avec pour que le peuple sache ce que vous êtes en train de dire, sache ce que vous êtes en train de faire? Maintenant, deuxième préoccupation, concernant les élections qui sont passées, il y a un candidat qui dit qu'il a gagné avec les 10% et 19%, l'autre. Bon, avec ces élections-là, dans ce pays, dans ce contexte-là, est-ce que quelqu'un peut gagner avec 70% selon vous? Votre préoccupation aujourd'hui, est-ce que vous êtes là prêt pour aller à la conservation, pour celui qui conserve le pouvoir ou bien celui qui veut la tenance? Quelle est votre préoccupation? Merci. D'accord, merci beaucoup M. Pelé. Et la première question était de savoir si nos actions suivent nos discours. J'ai parlé de 5 interventions de cette année, mais je pense que quand nous allons parler des actions, il y a plus d'une dizaine d'actions. Donc j'agis plus que je ne parle. Et donc quand je parle peut-être de certaines interventions, je ne fais que le rapport de ce que j'ai fait pour expliquer peut-être la motivation derrière nos interventions. Donc j'agis plus que je ne parle. Donc là, je rassure M. Pelé qu'au niveau de la nouvelle vision, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et si nous nous engageons et nous prenons soin de savoir ce que nous pourrons faire, et c'est en ça que nous nous engageons. Donc qu'il soit rassuré que nos actions suivent ce que nous disons. Maintenant, la deuxième question était de savoir si dans ce pays, quelqu'un pourra gagner avec 70%. Nous avons tous le courage quand même de dire que nous sommes des légalistes. Mais si quelqu'un peut gagner avec 70% ou pas, c'est par rapport aux résultats proclamés par les institutions d'État que nous pourrons dire oui ou non. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que quelqu'un a gagné avec 70%. Maintenant, si quelqu'un veut continuer peut-être à discuter ces résultats, peut-être oui, mais
Ce que moi je pourrais dire à mon niveau, c'est que au moment où nous sommes en train de discuter ou bien en train de critiquer ces résultats, il y a les jeunes qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont là, qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui sont là et qui n'arrivent pas à se soigner. Donc au lieu de prendre tout ce temps à discuter, à critiquer, comme on l'a toujours fait après chaque élection, pourquoi ne pas avoir une stratégie d'implication, d'imposition sur la gestion des affaires de l'État pour changer le quotidien des Togolais? Si aujourd'hui, après les résultats, ce qui est plus important, nous arrivions à savoir comment nous pourrons créer un plan post-Covid de 2 ans qui permettra à créer des emplois, à donner de la respiration aux PME, aux PMI, à changer le quotidien des Togolais, des employés, des employeurs, à créer beaucoup d'opportunités. Si notre énergie était orientée vers là, ne pensez-vous pas que ce serait mieux? Parce que moi, depuis que j'ai commencé à analyser la politique togolaise, ce qui est redondant, c'est que à chaque élection, il y a critique jusqu'à la nouvelle élection. Donc, et la preuve, c'est que déjà, il y a des candidats qui sont là, qui se proclament encore président, ou qui se disent démocratiquement élus ou pas, je ne sais pas. Mais quand même, on a déjà fait 6 mois. Et on prend déjà 6 mois pour préparer les élections. Ça veut dire que le mandat de Faure Gnassingbé a déjà un an d'expirer. Alors que les jeunes continuent à souffrir. Bon, pour moi aujourd'hui, c'est d'apprendre des leçons de ce qui s'est passé et savoir comment poser les pas pour ne pas rentrer dans les mêmes erreurs. Pour ne pas donner cette opportunité à quiconque peut-être qui n'avait pas gagné, qui peut-être devrait être critiqué pour les 70, de ne pas avoir cette facilité d'avoir les 70%. Donc, je pense quand même que nous devons dépasser cette... Non, mais en fait, là, vous écoutez, c'est un peu comme si les Togolais n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de faire... Non, aujourd'hui, disons la vérité. C'est lui qui a été proclamé président et président. Donc maintenant... Être président ou ne pas être président n'est pas ce qu'attend la popularité et la population. Peut-être les politiciens, oui, ils ont affaire avec ça. Mais le jeune Togolais aujourd'hui qui va à l'examen et qui n'a pas encore fini de payer ses frais de scolarité, n'attend pas de voir qui est président, qui ne sera pas président. Il a besoin d'une opportunité pour payer ses scolarités. Le jeune frère qui a sa maman à l'hôpital tout de suite, qui a besoin de 5 000 francs, cherche à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour trouver ces 5 000 pour payer l'ordonnance de sa maman. Ce n'est pas la question de savoir à chaque fois est-ce que les 70% là sont fondés ou pas. Ce qui est sûr, nous sommes dans un pays et nous nous déclarons démocratique. Nous avons eu des institutions. Les institutions sont en marche. Ces institutions ont proclamé quelqu'un qui est président à 70%. Nos tests nous permettent de nous lever et de faire autre chose. Par exemple, au Mali, il y a des choses qui se sont passées. Mais si quelqu'un arrive à le faire de ce côté, c'est aussi démocratique. Mais si nous allons continuer à faire des critiques... Fait quoi qui est démocratique? Un coup d'État? C'est un coup d'État démocratique. Vous parlez du Mali. Non, je parle de Mali. Donc, c'est pas seulement un coup d'État, c'est que le peuple ou bien ceux qui ne sont pas d'accord ont exprimé démocratiquement leur désaccord avec celui qui est au pouvoir. Donc, l'expression du désaccord, au fait, ici, est démocratique parce que nos tests vont le prévoir, l'ont prévu. Donc, si aujourd'hui nous voulons exprimer nos désaccords et arriver à destination de notre expression, je suis d'accord. Mais si nous allons continuer à exprimer nos désaccords en remettant ce pays en arrière, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si j'ai bien compris toute l'analyse que vous venez de faire, mais j'ai l'impression que vous, personnellement, vous ne serez jamais président du Togo. Si, par exemple, ce que vous décrivez là, ou là, le sentiment qui vous anime, ce sentiment, s'il est réel. Donc vous voulez dire que celui qui est au président aujourd'hui ne peut jamais mourir? Il ne peut jamais finir. Non, en fait, là, il ne peut jamais dire qu'il en a fait assez. Donc il ne peut jamais se dire qu'aujourd'hui, le peuple ne veut plus de moi, bien sûr, fatigué de le faire, ou bien je trouve d'autres personnes qui peuvent le faire. Donc si c'est ce que vous pensez, bon, peut-être ça. Mais si il est quelqu'un qui peut comprendre quand même qu'il y a d'autres présidentiables derrière lui, s'il est un leader, il sait que dans son leadership, il doit préparer le derrière pour que les derrière aussi prennent la main. Il doit savoir qu'il doit partir. Et s'il peut partir, ça veut dire qu'Odjiviton peut être président, il sera président. Et au-delà de tout, il faut savoir quand même que la magistrature suprême n'est pas seulement un travail de la mentalité. Hein. Selon moi, la magistrature aussi est une émanation divine. Et en ça, je crois. Le téléphone, allô? Allô? Alors, Bonjour. le plateau, Oui, votre nom? Monsieur Léonard. Oui, Léonard, allez-y. Oui. Bon, ma question, je vais un peu s'orienter un peu la question au niveau de
de la rentrée. Oui, il me semble que bientôt il y aura la rentrée. Et jusqu'alors, ce que nous constatons, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de fait, on ne voit rien comme du tout sur le terrain. Mais seulement que nous avons constaté que ce sont les enfants des amateurs qui se sont participés et qui étaient à l'école. Mais on a vu tout ce qui s'était passé. Et maintenant, ça serait dans l'ensemble qui vont y aller. Maintenant, comment faire? Maintenant, pour préserver au moins la distanciation qu'on voulait que nous respections, comment ils voulaient qu'on fasse ça? Et de deux, ça arrive que les enseignants des écoles privées qui sont là, des tuches, disons, depuis le marché jusqu'alors, n'ont rien perçu. Et on est dedans. Et on ne sait même pas comment fallait faire. Et peut-être la rentrée aura lieu. Et même pas, quand nous parlons des écoles officielles même, eux, ils vont avoir des problèmes parce qu'en termes de la distanciation de tout ça là, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Et quand nous arrivons à une intervention sur les écoles privées, même chose. On a compris, s'il vous plaît. Cher ami Léonard, on a compris votre préoccupation, ça concerne les écoles. J'ai senti que notre ami Léonard doit être un enseignant. Oui, bon, je sais, j'ai beaucoup aussi aimé sa question. Et vous allez voir, même quand la crise Covid était en pleine ébullition, vous avez fait une proposition dans le domaine de l'éducation. Parce qu'il a bien raison d'être concerné par rapport aux dispositions à prendre avant la rentrée. Parce que nous n'allons pas continuer à être des amateurs de nos institutions, à prendre des décisions sans calculer et sans prendre les réalités en considération. Il y a des salles de classe aujourd'hui, publiques, qui ont plus de 60 élèves, il y a dans des bancs où les gens sont condensés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais pour moi, je disais toujours, oui, la réalité est là. La réalité, c'est que peut-être que, voilà les salles de classe qui manquent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? C'est d'arriver à trouver des solutions. On ne va pas attendre jusqu'à la rentrée pour commencer à faire des choses. S'il doit y avoir des tentes à créer d'une manière supplémentaire dans des salles, dans des écoles, il faudrait que ces dispositions soient prises à partir de maintenant. Si on doit commencer à faire les classes sur des mesures A, B, c'est-à-dire un groupe va aller lundi, l'autre groupe va aller mardi, et qu'il y aura au moins moitié-moitié, il faudrait que les dispositions soient prises pour former d'autres enseignants, pour aider les enfants. Il y a tellement de choses à faire. C'est que ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens qu'il y a problème. C'est parce que nous n'utilisons pas le minimum que nous avons pour tirer le meilleur de ce que nous avons. Parce que c'est important. On ne va pas attendre à la dernière minute pour prendre certaines décisions. Il a bel et bien raison. Il y a d'autres pays, par exemple aux États-Unis, les gens ont repris, et il y a d'autres qui ont repris sur Internet. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas la qualité de l'Internet à certains niveaux. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres qui ne sont pas formés dans ça. On ne peut pas dire par exemple qu'on fera cela. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a aujourd'hui? On a besoin maintenant de faire des concertations avec des experts du domaine pour, en voyant les réalités sur le terrain, commencer à anticiper. Il y a des fois, on pense que certains de nos dirigeants n'anticipent pas, ils prennent des décisions et après ils se demandent comment on va faire pour réaliser ce qu'on a dit. Ça c'est l'amateurisme, on ne doit pas continuer à le faire alors que l'éducation est un pilier. Quand on prend l'éducation, quand l'éducation est bafouée pour un pays, c'est l'avenir qui est bafoué. Donc je pense que c'est important et si ceux-là sont à l'écoute aujourd'hui, mais nous sommes là, nous avons des propositions pour ce domaine, pour savoir les contraintes qui sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer le meilleur? Parce que l'optimisation de nos ressources, c'est ce qui est plus important. On ne va pas mettre tout sur le dos de l'État, mais on peut être créatif par rapport à la situation que nous avons devant nous. Moi, j'ai la question de ce côté. Je n'ai pas très bien compris sa question, mais je vais vous la poser. Okay. Et comment il a été recalé aux élections? Il a pu régler le problème. En fait, c'est ça la question, puisque je l'ai devant moi. J'ai juste lu ce qu'il a envoyé. Ok, non, lui voulait. Bon, je crois que le monsieur voulait savoir si c'était de ma faute ou pas. Mais si c'est cela, je lui dis à plein droit que Kodjovi Obenton a rempli toutes les conditions. Et il a été recalé d'une manière illégale par la loi légale. S'il a compris, c'est ça. C'est-à-dire c'est à la Cour constitutionnelle qui a invalidé injustement ma candidature au moment où j'ai tout ce qu'il faut, tout ce que je demande pour être officiellement candidat. Donc, c'est un abus
que Kodjo-Vito n'a pas été candidat. Mais, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'atteler à ça. Je continue mon travail parce que la finalité, c'est autre que seulement devenir président. Je continue ce combat jusqu'à ce que j'arrive à destination. Il y a cette question que tout le monde se pose à la vue des images qui ont circulé cette semaine. Le président Alassane Ouattara chez le président Emmanuel Macron en France. On a l'impression que finalement, pour être président en Afrique, il faudrait toujours passer par Paris. Est-ce que c'est juste une impression pour certains Africains ou c'est la réalité? Bon, je me souviens quand je suivais certaines vidéos politiques de la France-Afrique et autres, je me souviens des cas de Gabon avec l'ex-président Mba qui a été destitué. La France a appelé pour dire non, remettez le gars au pouvoir. J'ai vu certains cas où la France s'est ingérée dans la politique interne des gens sans pour autant prendre en considération les tests. Il y a le cas de la Côte d'Ivoire, je vois par exemple le cas où l'Amérique a intervenu. Donc je me dis quand même que nous ne pourrons pas dire que ces pays n'interviennent pas, n'influencent pas nos politiques. Ils influencent nos politiques, mais maintenant la question est de savoir pourquoi ils influencent nos politiques. Mais ils sont en train de rechercher celui-là qui sera président, qui va préserver leurs biens. Aujourd'hui, nous savons que l'Europe a été frappée par la crise. Mais ils sont en train de mettre sur pied, par exemple, un programme post-Covid de, je crois, 100 quelque chose milliards pour 2 ans. Mais ce programme doit être financé. Alors qu'ils ont des intérêts en Afrique. Ils doivent réchauffer leur économie. Mais s'ils ne s'ingèrent pas dans les politiques africaines, ils nous auront de problèmes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que au lieu que nos chefs d'État, moi je ne refuse pas si un pays occidental voulait agir dans ton pays ou bien, parce que nous sommes dans une mondialisation. Mais le problème, c'est que nos leaders, au lieu de faire des contrats avec l'intérêt de tout le monde à la table, ils portent seulement leurs intérêts et les autres en profitent. C'est tout ce qui se passe. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Mais visiblement, vous aviez voulu être chef de l'État du Togo sans passer par Paris. Est-ce que ce n'était pas pour vous, par exemple, une faute aussi? Non, je ne pense pas, parce que je ne dirais pas que je voudrais être sans passer par Paris. Parce que passer par Paris veut dire quoi? Passer par Paris, c'est que vous acceptez aussi de dealer avec les investisseurs français. Il y a des accords qui sont là avant mon arrivée. Est-ce que vous avez écouté cette semaine toutes les réactions des leaders politiques candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Que ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit Guillaume Soro? J'ai écouté. Vous savez qu'eux tous sollicitent l'intervention de Paris. Oui, bon, justement, des fois il faut comprendre. J'ai toujours dit qu'il y a la force des multinationales qui agit dans nos pays, mais que nous, ceux qui sont les aspirants leaders, ne prennent pas souvent en considération. La France aujourd'hui cherche quoi? Parce que je ne pense pas que la France veut que le nom X soit toujours là. Mais c'est que, est-ce que si le X est là, notre intérêt est protégé? Maintenant, quand notre intérêt veut être protégé, comment est-ce que c'est protégé? Je ne vois pas, j'ai toujours donné l'exemple du groupe Bolloré. Quand les gens disent par exemple, il y a Bolloré qui est là, qui fait ceci, mais je vois Bolloré dans d'autres pays, même aux États-Unis. Je me dis, c'est pas que c'est la présence de l'institution qui est le problème. C'est quel accord vous avez signé entre vous. Mais quand vous signez des accords avec vos ventres, au lieu de signer des accords avec votre cœur pour le pays, c'est ce que nous aurons. Donc aujourd'hui, ceux qui sont à la recherche de l'intervention de la France, oui, c'est normal parce que nous sommes des colonies françaises, mais si vous le faites parce que vous voulez seulement être président et servir l'intérêt des autres en cherchant votre intérêt personnel, ça ne profite jamais à nos pays. Sinon, on pourra avoir l'intervention de la France dans nos pays, mais continuer à faire évoluer notre pays. Mais si vous le faites comme ça, vous serez président, mais vous serez téléguidé. Donc il faudrait que nous faisions aussi attention à comment nous nous présentons aux autres. Et nous ne nous présentons pas avec main vide. Mais si nous ne pesons pas et que nous allons là-bas pour faire des négociations, nous serons des téléguidés. Donc je crois que c'est important de savoir que nous sommes dans une mondialisation. On peut dealer avec la France, avec la Chine, avec les États-Unis, avec d'autres pays, mais le contenu de deal doit porter pour intérêt le bien de notre pays. La prochaine élection présidentielle au Togo, c'est dans 5 ans. Vous serez une nouvelle fois? Moi, je m'apprête déjà pour la prochaine élection. Pour moi, c'est d'aujourd'hui à 5 ans. C'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, je m'apprête
déjà en continuant par me battre pour ce qu'il faut afin d'arriver à là où je dois être. Sans doute que pour cette élection, vous avez dû commettre un certain nombre d'erreurs qui vous ont été fatales, même si vous dénoncez l'attitude de la Cour constitutionnelle. Quelles sont dès à présent les dispositions que vous prenez pour ne plus commettre les mêmes erreurs? Bon, si vous dites erreur, je ne vois pas là où vous voulez en venir parce que nous n'avons pas fait d'erreur. Nous n'avons pas fait d'erreur. Les tests sont là, nous nous sommes apprêtés. Nous avons été seulement abusés, c'est tout. On n'a pas fait d'erreur. Mais ce que j'ai appris comme leçon aujourd'hui, peut-être de ça, si c'est de ça que vous voulez parler, c'est que peut-être nous n'avons pas été très bien compris. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, j'avais dit il y a quelques minutes qu'ils sont fatigués. Oui, je sais qu'ils ont leurs enfants aussi qui sont jeunes comme nous, ils veulent leur reprendre et autres. Mais ils ne sont pas aussi fatigués de laisser le pouvoir pour que demain, il n'y ait pas de vie. Mais nous devons démontrer que nous sommes à la recherche d'une alternance démocratique, pacifique et productive. Et c'est cette alternance que nous avons annoncée et nous recherchions. Mais peut-être au moment où nous étions candidats, au moment où ils ont découvert, et peut-être ils ont pensé quand même qu'ils ont devant eux ceux qui sont venus les tirer dans les gorges. Alors que nous sommes venus pour leur donner, comment dire, plus de vie. Nous sommes venus pour leur dire, papa, vous avez tant fait, allez à la retraite, réjouissez-vous, vos enfants sont là, on peut faire, on peut aussi puiser de vos expériences pour faire mieux au lieu de faire tout ce que ils ont eu à faire. Mais merci beaucoup d'être venu, docteur Aubin Kojo-Vitton. Je rappelle que vous êtes le responsable de Nouvelle Vision. L'émission, elle s'achève, elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Boga Koudoyor pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Athiobé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.